Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube. Nous sommes d'ailleurs bientôt 175 000 sur cette chaîne, donc bravo, merci à vous pour votre fidélité. Je rappellerai à ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube qu'il existe aussi l'appli Omerta que vous pouvez télécharger, sur laquelle vous pouvez voir notre cœur d'activité, c'est-à-dire nos documentaires, en particulier le dernier sur la Bosnie. Vous savez qu'il y a une actualité sur la Bosnie avec la reconnaissance par l'ONU du génocide de Srebrenica qui pose problème et qui risque de voir le pays partir en deux, avec la Republika Srpska devenir indépendante. Enfin bref, un sale temps pour la Bosnie qui risque d'arriver. Donc encore un problème dans une actualité mondiale extrêmement chargée. Donc sur Omerta, documentaire sur la Bosnie, sur l'appli, allez-y. Je rappelle également la présence en kiosque de notre premier hors-série, Ukraine, la vérité du terrain, cet enfer dans lequel on pourrait envoyer nos soldats. C'est 2 ans de reportage, 2 ans d'analyse du CF2R d'Éric Denessé, donc de la compétence des vrais experts, hein, pas ceux qu'on voit un peu trop souvent sur les plateaux. Là, vous avez de la vraie expertise et vous avez surtout du reportage de terrain. C'est ce sont nos fibres, c'est notre ADN et c'est en kiosque, donc Ukraine, la vérité du terrain. Aujourd'hui, nouvelle édition du Grand Entretien. Je reçois, alors cette fois-ci en chair et en os, la dernière fois on s'était eu par Skype, Idriss Aberkane. Idriss, merci de nous faire l'honneur de venir chez Omerta. Merci à vous, bonjour. Vous êtes, on ne vous présente plus, on discutait tout à l'heure sur les performances de votre chaîne YouTube et vous me disiez que vous avez une vidéo actuellement qui avoisine le 1 million de vues sur la guerre en Ukraine. On va parler de cette guerre en Ukraine, on va parler de plein de sujets d'actualité. Vous faites partie, et pour moi vous êtes important, et comme beaucoup d'autres aussi, de cette nouvelle façon de faire les médias, de cette nouvelle façon de parler au public. Et on le voit, nous, à Omerta, ce succès grandissant de ces chaînes, de ces, on va dire, alternatives. Donc j'encourage évidemment nos abonnés à aller vous voir aussi. Alors, on va commencer par l'actualité, elle est très riche. On commence par la CPI. La Cour pénale internationale qui vient de demander, dont le président vient de demander des mandats d'arrêt prononcés contre Yahya Sinwar, Mohamed Deif, donc les 2 dirigeants du Hamas, Ismaël Haniyeh, mais également Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, son ministre de la Défense. Est-ce que cette mise à égalité devant la demande de mandat d'arrêt des dirigeants israéliens et des chefs du Hamas, est-ce que ça vous a choqué ? En fait, il y a des gens que ça a choqué, en effet. Moi, j'ai plutôt trouvé, la façon dont je l'ai commenté sur ma chaîne, c'était que c'était plutôt une tentative pour la CPI de rester neutre, en fait, dans ce conflit, puisque le conflit a été présenté comme un conflit Israël-Hamas. On sait que ce n'est pas le cas. Mais parce qu'il n'y a pas ça n'existe pas un conflit Israël-Hamas, ça n'existera jamais. Mais c'est déjà parti, on le voit en vrille à l'échelle de toute la région. On peut noter que par exemple, il n'y a pas eu de mandat d'arrêt, par exemple, contre le Hezbollah ou contre des alliés d'Israël aussi qui auraient pu commettre des crimes relevant de la CPI par ailleurs. Là, vraiment, ils ont essayé de garder ça dans le narratif Israël-Hamas et des 2 côtés, il y a eu des faisceaux de preuves, d'indices, parce que c'est ça qu'un procureur en fait dit. Il ne peut pas condamner un procureur, il n'est pas juge, mais il demande des mandats d'arrêt. En l'occurrence, si je me souviens bien, les crimes retenus, les faisceaux d'indices, les crimes dont seraient prévenus, c'est ça le terme, dont seraient prévenus les leaders du Hamas, ce serait extermination, donc ils retiennent ça, ce qui appartenait au point de vue d'Israël, donc ça ils l'ont retenu. On peut difficilement les accuser d'être anti-israéliens. Ils ont retenu que selon eux, quand le Hamas est sorti de la bande de Gaza le 7, c'était pour exterminer de façon indiscriminée tous les juifs qui leur tomberaient sous la main, ce dont se défend bien sûr le Hamas, mais eux ont retenu ça. La prise d'otage aussi, c'est un crime de guerre, et viol. Et viol, bien sûr.
Concernant Yoav Gallant et Benjamin Netanyahou, ce n'est pas les mêmes chefs d'accusation. Donc on ne peut pas parler d'équivalence. Même quand on a des porte-paroles, par exemple, du gouvernement israélien qui disent ce principe d'équivalence est odieux. Bah non, même les chefs d'accusation ne sont pas équivalents. Si on voulait pas les mêmes. contredire, bah oui, si on voulait contredire leur discours, on leur dirait certes, ça vous fait tout drôle d'être sous un mandat d'arrêt de la CPI, et c'est même pas tant Israël ou des chefs israéliens à qui ça fait tout drôle, c'est des chefs occidentaux en général. C'est la première fois que ça arrive. Enfin, beaucoup de gens avaient demandé à Tony Blair, par exemple, que Tony Blair fût amené devant la CPI, et ça, c'était totalement justifié. Ça n'a jamais eu lieu, parce que dans les années 2000, c'était impensable que Tony Blair fût amené devant la CPI. Mais donc, pour conclure, les chefs d'accusation qui ont été retenus contre Gallant et dont seraient prévenus Gallant et Netanyahou, c'est notamment affamer un peuple. Et ça, ils ont amené des indices qui sont quand même troublants. Et bien sûr, génocide, même si ça relève de la Cour de justice internationale. Donc non, on ne peut pas parler de principe d'équivalence. De toute façon, la Cour pénale internationale, elle n'est pas compétente pour ça. Elle ne peut pas dire qui est dans le camp du bien, qui est dans le camp du mal. Elle juge des individus. Et elle dit, on a des individus qui, selon nous, des indices suffisants existent pour les prévenir, pour les mettre en examen, en fait. D'accord. Et de ce point de vue-là, je pense que la CPI a su rester relativement neutre. Alors, cette CPI, elle est quand même bancale. Alors, les Israéliens, évidemment, s'estiment choqués parce qu'ils estiment qu'il y a équivalence. On peut argumenter que les crimes du Hamas du 7 octobre, ça fait quand même un petit moment que ça a eu lieu. Ceux de Gaza étaient en cours, on va dire, ceux de l'opération de Tsahal sur Gaza étaient en cours pendant toute la période, et il y avait peut-être, donc les faire coïncider au même moment, quelque part, voilà, il y a des arguments qui vont dans le sens de ce que disent les Israéliens. Mais en même temps, cette CPI, c'est un tribunal quand même, qui jusqu'à présent était bon pour juger les Serbes, un peu moins les Croates et les Bosniaques, les Charles Taylor, les Laurent Gbagbo, bon, il avait été acquitté, mais le Rwanda, Vladimir Poutine, voilà, mais qui laisse en revanche, alors vous avez cité Tony Blair, mais il y a aussi un homme qui prend une retraite tranquille dans une jolie petite ville du Texas, Crawford, qui passe ses journées à peindre des animaux ou des chefs d'État étrangers et à faire du VTT. Cet homme, George Bush, quand même responsable d'une guerre documentée, illégale, vendue sur des mensonges, et qui a coûté, si on prend sa première phase, on va dire, au bas mot, 300 000 morts, sur la totalité, probablement dans la région, on atteint pas loin du million. Lui, non. Non, et c'est en effet pour ça que la CPI, beaucoup de gens dans le Sud global ne la prenaient pas au sérieux, parce qu'en effet, on sait que George Bush fils est responsable de crimes de guerre en Irak. C'est factuel. D'abord, ça a été ramené par Julian Assange, qui du coup croupit en prison aujourd'hui parce qu'il a démontré, avec Chelsea Manning notamment et d'autres, que des crimes de guerre ont été commis, puis c'est sans ambiguïté, et que, en effet, la responsabilité ultime relève de George Bush fils. Et il y en a eu bien sûr Abu Ghraib, ce scandale gravissime. Donc, George Bush. Dick Cheney aussi. Bien sûr, voilà, avec Dick Cheney, George Bush, mais donc aussi Donald Rumsfeld, etc. Et pourquoi pas donc Tony Blair. Tony Blair pendant le cas britannique, mais je pensais à Colin Powell, qui est décédé maintenant, mériteraient tous d'être mis en examen par la CPI. Mais petit 1, les États-Unis ne reconnaissent pas la CPI, ce qui, bon, c'est pas très important. Israël et le Hamas non plus. Comme Israël. Alors le Hamas, non, mais les territoires palestiniens, si. Oui. Et le Hamas, en fait, même techniquement, le Hamas ne peut pas reconnaître, c'est un parti politique, donc il ne peut reconnaître personne, lui. C'est la nation qu'il représente. Alors techniquement, les territoires palestiniens ne sont pas encore reconnus comme un État-nation, mais en tout cas, ils reconnaissent la CPI. Donc là, pour le coup, ils seraient obligés d'amener, ils seraient techniquement obligés d'amener les chefs du Hamas devant la CPI, alors qu'Israël n'est pas obligé, mais tout pays dans lesquels voyagerait Yoav Gallant ou Netanyahou le serait. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose de subtil et de controversé. Évidemment, à l'extérieur d'Israël, il y aura une sorte de, de consensus pour s'indigner de ce que Netanyahou fut mis en examen par la CPI.
Mais à l'intérieur d'Israël, c'est pas pareil. Et en fait, Israël a toujours ce problème de cette dualité intérieure-extérieure, puisqu'il y a autant d'Israéliens à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est un de ces rarissimes pays où il y en a autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, qui votent quand même, je veux dire. Et donc, quand on est à l'extérieur, sociologiquement, on le sait, on a ce complexe d'infériorité, on se sent coupable, on se dit « je ne participe pas à la défense du pays », etc. Donc, il faut dire... tout Israël est derrière Netanyahou, mais c'est complètement faux. Oui, Netanyahou aujourd'hui n'a jamais été aussi controversé parce que c'est le contrat social politique en Israël, c'est en gros, si je vous protège, je peux faire ce que je veux. Oui. C'est pas officiel, évidemment, personne va à la tribune ou à la Knesset dire si je vous protège, je peux faire ce que je veux. Mais le contrat social subconscient en Israël, c'est que quiconque peut vendre la narration je vous protège mieux que les autres sera élu et pourra faire à peu près toutes les conneries qu'il veut. Or, Netanyahou, il commence à avoir un passif, même pour les Israéliens, même pour les sionistes de droite, il a échoué sur à peu près tout. Et un de ses premiers grands échecs, c'est de ne pas avoir prévenu les attentats du 7. Et surtout, pour les sionistes de droite, son échec frontal, c'est que jamais la solution à 2 États n'a été aussi populaire qu'aujourd'hui. Rien que ça devrait le débarquer du Likoud. Oui. Rien que ça, parce que le Likoud n'existe que pour empêcher la solution à 2 États, d'un point de vue politique. Le Likoud émerge en politique israélienne avec l'assassinat de Yitzhak Rabin, qui est un assassinat perpétré par un sympathisant du Likoud. Et le Likoud, son objectif frontal, c'est d'empêcher la solution à 2 États. Or, la solution à 2 États n'a jamais été aussi populaire, soutenue et discutée à l'ONU. Donc même au sein de la politique intérieure israélienne, Netanyahou a complètement foiré ses objectifs politiques pour sa base électorale à lui. Je ne parle pas de l'extérieur. Moi, je ne vote pas dans les élections israéliennes. Je ne peux pas dire que Netanyahou a foiré de ce point de vue-là. Mais en tant qu'analyste politique, je vois que même pour ça, il devrait être évoqué, mais il ne l'est pas. Donc, il y a, même au sein de son parti, des gens qui ne vont pas admettre publiquement que ce mandat d'arrêt, ils le voient d'un bon œil, mais qui le voit carrément d'un bon œil. Alors aussi, on rappellera aussi les difficultés intérieures. Il est régulièrement, là, je crois qu'il y a 2 jours, apostrophé à la Knesset sur justement son maintien au pouvoir. Il y a Benny Gantz qui lui donne un ultimatum le 7 juin. Voilà, donc il y a quand même des échéances, on sent que ça se presse. Mais quelque part aussi, il y a le réflexe, c'est-à-dire cette idée qu'on est sur le plan d'égalité avec un groupe comme le Hamas, qui fait que, quelque part, les Israéliens vont, d'une certaine façon, faire corps mais c'est plus à l'extérieur. Nous, vraiment, il suffit... Moi, j'essaie de parler au maximum avec des médias internes en Israël, notamment Plus 972 Mag, qui est un média citoyen constitué de réservistes et de militaires israéliens, qui balance des dossiers, mais complètement impensables en Occident. C'est eux qui ont balancé le dossier Lavender, donc le fait que des IA soient utilisés pour cibler les Palestiniens avec des temps de réaction, vous en avez parlé aussi d'ailleurs dans Omerta, de l'ordre de 20 secondes, etc. Ce qui justifierait du coup des crimes de guerre, parce qu'au regard du droit international, c'en est un. On n'a pas le droit d'assassiner quelqu'un de façon indiscriminée et puis sans avoir des éléments de preuve majeurs, surtout quand il ne porte pas l'uniforme. Et en fait, l'opinion à l'intérieur d'Israël est beaucoup plus partagée et démocratique que ce qu'on voit à l'extérieur, où il y a en effet la pression permet tout. Mais ce que je voulais vraiment souligner, c'est que même pour sa base électorale, Netanyahou a complètement échoué. Même pour sa base électorale la plus hardcore, qui ne veut pas d'une solution à 2 États, il est en situation d'échec. Bon, il est plus soutenu que par Ben Gvir, Smotrich, comme le dit Ehud Barak, ancien Premier ministre, c'est-à-dire qu'il est entre les mains de ces extrémistes religieux, finalement. Ouais. Et en fait, même, alors, Smotrich et Ben Gvir, c'est encore aussi intéressant, parce que Smotrich, c'est un sioniste révisionniste aussi, pas de problème, c'est-à-dire qu'il pense que les frontières d'Israël devraient être plus grandes, et le sionisme révisionniste, quand on va vraiment en son cœur, qui est minoritaire en Israël, mais qu'ils ont réussi à recycler un peu en essayant de dire, en gros, si vous n'êtes pas sioniste révisionniste, vous n'êtes pas sioniste tout court. Alors ça marche très bien. Et ça l'a rendu populaire, alors que les gens qui regardaient ça sur le papier, comme Golda Meir, etc., eux trouvaient ça complètement fou. Mais bon, on sait que la gauche israélienne a disparu après 91, lentement mais sûrement, et aujourd'hui, c'est pas leurs 5 pauvres députés qui se battent en duel qui vont faire revenir ça. Mais dans les médias, la gauche israélienne est encore là, notamment avec Haaretz, qui est un journal d'extrême gauche israélien. Donc Smotrich, il tente une sortie politique en faisant un truc très controversé, même à droite,
qui est de forcer le service militaire pour les religieux. Et c'est pour faire parler de lui qu'il fait ça, parce qu'en fait, il y a une dialectique sociologique en Israël, on peut la simplifier par la dialectique mer-montagne. C'est qu'Israël, comme le Liban, il y a la côte et il y a la montagne. Et le relief, c'est davantage de la droite très traditionnelle, très religieuse, avec des gens, c'est là qu'il y a le moins de gens qui font le service, par habitant israélien. Et en face, il y a ce que ces gens appellent les mangeurs de sushi de Tel Aviv, qui sont généralement athées, ou qui l'étaient, qui le sont moins depuis le 7, il y a eu un regain religieux, mais qui sont quand même plutôt matérialistes, plutôt athées, plutôt start-upers, plutôt... sensibles aux idéologies woke, LGBT... c'est là qu'il y a... C'est la population de la rave party, voilà, la fameuse exactement, rave party. C'est la population de la rave party du 7, absolument. Ce qui avait alimenté d'ailleurs, évidemment, des théories qu'on les avait laissées tomber, entre guillemets, pour ces raisons-là. Avec tout le spectre de ces théories, c'est-à-dire soit vous nous laissez tomber en tant qu'otages, soit certains disaient même en Israël, vous saviez mais vous n'avez rien fait. C'est des accusations qui ont eu lieu. Très bien. Idriss, donc, je poursuis sur Israël et la Palestine. Hier, 3 États ont annoncé qu'ils allaient reconnaître l'État palestinien, l'Irlande, l'Espagne, la Norvège. Bon, la France, on va dire, botte en touche en estimant que ce n'est pas encore le moment. C'est important ce qui se passe là? Oui, parce que c'est important pour la politique intérieure, pour la politique extérieure. On a apparemment, si je faisais un peu de météo, je dirais qu'il y a un grand anticyclone des faucons qui se présente là. Il peut être exploité ou pas. Mais on sait que les guerres commencent quand on a un cyclone des faucons, en fait. Quand on a une zone où on a faucon face à faucon. Nous, les Européens, on connaît ça comme le scénario de la Première Guerre mondiale. Parce que la Première Guerre mondiale, c'était vraiment des va-t-en-guerre dans les deux camps. Certains leaders essayaient de les arrêter. Et il paraît même que même Guillaume II, Guillaume II, c'était un mec un peu cyclotimique. Alors un jour il était pour la guerre, un jour il était contre. Mais on voit dans les mémoires de Guillaume II et certains témoins qu'il a tenté d'arrêter la guerre au dernier moment. Pas de façon assez sincère de toute évidence, mais on avait des faucons en Russie qui disaient, une bonne guerre, ça va calmer le prolétariat. Enfin, on connaît la rhétorique. On avait clairement des faucons en France. Alors là, il suffit de le voir. C'est pas parce que la France a gagné la Première Guerre mondiale. L'assassinat de Jaurès, c'est la fin des pacifiques. C'est ça. L'assassinat de Jaurès le démontre, mais même à la Chambre, en fait. On avait des faucons, et même Poincaré en faisait partie. On a l'impression que c'était quelqu'un de neutre. Pas du tout. Quand on regarde la correspondance de Poincaré, c'était un faucon. Donc quand on a des faucons de part et d'autre, là, ça peut partir en vrille très vite. Et c'était le cas avec le Japon aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on aurait, je parle bien en conditionnel, pardonnez-moi, on aurait un anticyclone des faucons avec la mort de Raïssi d'un côté, dont beaucoup de théories, et même le Canard enchaîné l'a évoqué. Moi, sur ma chaîne, j'ai clairement posé mon opinion éditoriale, j'ai donné les arguments, et sur ma chaîne, j'ai affirmé, sans vouloir convertir quelqu'un à cette opinion, je peux avoir tort, je peux me planter, je vous le dis clairement, mais mon opinion, c'est que Raïssi, c'est une Patton. Dernièrement, on a eu un bouquin qui est sorti sur la mort du général Patton, qui s'appelle Target Patton, qui a été repris par le Daily Telegraph, qui a été repris par de grands médias britanniques, dont le Guardian, où les auteurs, preuve à l'appui, interview à l'appui de Wild Bill Donovan, enfin de proches de Wild Bill Donovan, affirment que l'OSS a fait tuer Patton parce qu'il était foufou, il voulait rentrer directement dans le chou des soviétiques, ça aurait provoqué la Troisième Guerre mondiale. Sous cette hypothèse que reprend le Canard enchaîné, il ne parle pas de Patton, mais le Canard enchaîné dit que Raïssi aurait pu, il n'affirme pas, mais il dit aurait pu être assassiné par... Pourquoi? Par une volonté d'aller plus loin par une volonté jusque-boutiste. Assassiné interne, inside job. Inside job, exactement, par l'Iran. Parce qu'en fait, il y a une alternance Faucon-Colombe, j'exagère. Il y a une alternance Faucon-Colombe en Iran. Ahmadinejad était un faucon, ça se comprenait dans le contexte, évidemment, où tout le monde voulait bombarder l'Iran, où les Américains parlaient de bombarder l'Iran toutes les semaines. Et Raïssi était un peu sympathique vis-à-vis d'Ahmadinejad. Et donc là, avec d'un côté le mandat d'arrêt international qui pourrait être délivré contre Netanyahou et Galland d'une part, et qui les mettrait juste hors circuit politiquement, jamais Israël va les extraditer, il ne faut pas rêver. Mais il pourrait dire, bon, allez, tu prends ta retraite sous les orangers, quelque part, dans un kibboutz, et on n'en parle plus, et tu quittes la politique. Ça pourrait mettre les faucons hors circuit et créer une opportunité de dialogue.
Ça pourrait, mais je parle complètement au conditionnel. Puis j'ai souvent été critiqué comme un utopiste, comme un idéaliste, et je le reconnais bien volontiers. En plus, moi, j'étais un des types qui croyait à la solution à un État. Il y a quelques années, j'étais pour la solution à un État, UKD, UKIDA, tout ira bien. On voit que c'est mort aujourd'hui. Mais donc, pour répondre à votre question, le retour là, à la solution à 2 États dans les chancelleries, que l'Irlande la reconnaisse, etc., c'est majeur. Ça pourrait marquer la fin politique de l'ère Likoud, en fait. Ça pourrait la marquer. On verra bien, hein, mais c'est un échec total. C'est-à-dire que la totalité de l'agenda du Likoud est défaite aujourd'hui. Oui. Alors, par rapport, venons-en à l'Iran. Vous avez évoqué donc voilà la mort de Raïssi. Une partie de l'exécutif de l'Iran a été décimée dans ce crash. Le ministre des Affaires étrangères aussi, qui était peut-être plus important que d'ailleurs donc le président Raïssi. On peut constater, alors si on va dans l'idée que alors pas du tout la théorie inside job, mais que le mois de mai a quand même été marqué par une série entre une tentative d'assassinat de MBS au début, une tentative de coup d'État, des rumeurs de coup d'État en Turquie, la tentative d'assassinat contre Robert Fico, Premier ministre slovaque. Le mois de mai n'est pas très favorable on va dire aux adversaires ou aux gens jugés déloyaux des États-Unis. C'est vrai. Il y a quand même une sacrée accumulation de choses. Alors, on ne va pas... mais sur le plan intérieur et sur la montée des tensions dans la région, on regarde notamment à ce qui se passe à Gaza, qu'est-ce que ça change est-ce que ça change quelque chose fondamentalement ? Pour Gaza, pas grand-chose, mais c'est vrai que quand il y a eu d'abord l'entrée des BRICS, donc la candidature dans les BRICS de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, qui rentrent cette année, et la normalisation de leurs relations diplomatiques. Oui, avec les condoléances de l'Arabie Saoudite à la mort du président iranien, quand même. C'est ça qui est fou. Enfin, je veux dire, on vous et aurait du dit Hezbollah, ça. Je crois aussi. Oui, tout à fait. Ouais, parce que le Hezbollah étant un proxy iranien. Mais quand même, c'est quelque chose de c'est complètement nouveau parce que, en effet, il faut se rappeler que les relations entre les wahhabites et les chiites n'ont jamais été particulièrement bonnes. Donc, si on vous avait dit il y a 20 ans, Nasrallah fera ses condoléances à quelqu'un, je sais pas, avant il y avait le chef des services secrets, j'ai oublié son nom, Bandar, le prince Bandar, qui a eu une tentative d'assassinat contre lui, d'ailleurs qui était très proche de George Bush. C'était la vieille génération. Si on vous avait dit, voilà, le Hezbollah va amener ses condoléances ou un prompt rétablissement pour le prince Bandar, on m'aurait dit, bon là, faut peut-être arrêter la fumette. Donc, en fait, on avait dit, il y a un an, quand on avait vu ces rapprochements, l'oncle Sam va faire quelque chose. Et c'est vrai que quand on voit la mort du président Raïssi, elle a fait parler d'elle davantage que la mort du ministre des Affaires étrangères Amir Abdollahian, qui était l'architecte du rapprochement avec l'Arabie Saoudite, qui était l'architecte de l'entrée dans les BRICS, l'architecte du rapprochement avec la Russie. Peut-être aussi... Alors, on peut vraiment prendre les deux hypothèses. De toute façon, il faut être scientifique. Il faut prendre les hypothèses, regarder ce que donnent les faits et les données. Sous l'hypothèse d'un pur accident, le fait est que le futur est maintenant ouvert à tous ceux qui voudraient défaire tout ça. Voilà. Si jamais quelqu'un voulait défaire l'entrée de l'Iran dans les BRICS, défaire le rapprochement de l'Iran avec l'Arabie Saoudite, il aurait le champ libre. Et c'est vrai que on avait un ancien ministre algérien dernièrement, et ancien est important parce que du coup il peut s'exprimer librement, et qui dans une interview, je ne sais plus sur quelle chaîne, a dit, bon, vous faisiez ce genre de conneries, dédollariser les transactions pétrolières. Vous étiez mort tout de suite. Vous passiez pas par la case départ, vous touchiez pas 20 000 francs, vous étiez mort. C'était Kadhafi qui avait essayé. Bien sûr, Kadhafi, puis tant d'autres. Et puis même, vous essayiez juste à peine de contredire le cartel des 7 sœurs. Le terme ayant été inventé donc par Enrico Mattei pour l'Ente Nazionale Idrocarburi. Je rappelle que Enrico Mattei, un Italien sur 2, pense qu'il a été assassiné, que c'est les 7 sœurs qui l'ont repassé. Donc, le ministre algérien disait clairement, vous faisiez ça, vous étiez mort. Donc tout le monde s'attendait à une réaction américaine. Alors que ce soit la Providence, que ce soit la vraie Providence, ou Providence Ohio, ou Providence Connecticut, bon, on verra bien. Mais pour l'instant, la Providence est intervenue,
et a fait qu'il y a eu un retour de bâton. En géopolitique, on sait que toute action entraîne une réaction. Exactement ce que Netanyahou a découvert, il aurait dû le savoir depuis longtemps. Toutes ces actions contre la solution à deux États ont entraîné une réaction qui le dépasse aujourd'hui et qui fait que la solution à deux États est en passe de triompher politiquement. Et bien là, les actions des BRICS ont entraîné une réaction, soit providentielle, soit autre, mais qui fait qu'en effet, ils ont du plomb dans l'aile de ce point de vue-là. On passe à l'Ukraine. Plus de 2 ans de guerre, le pays apparaît substantiellement affaibli. Son président, d'ailleurs, le 21 mai, le mandat de Volodymyr Zelensky est arrivé à expiration. Et aujourd'hui, on ne sait pas quand il y aura des élections. Mais tout ça montre que aussi l'Ukraine n'est pas sur une voie extraordinaire. Le piège, je l'appelle le piège de la fausse offensive sur Kharkov, parce que c'est une vraie offensive, mais son but n'était peut-être pas Kharkov, semble avoir marché, puisqu'il a affaibli les fronts du Donbass. L'Ukraine n'a pas de réserve, donc elle est obligée de déplacer des unités pour combler les trous et éviter l'effondrement du front. Depuis Krinky jusqu'à la rive ouest du Dniepr et même sur Zaporozhye, où la ville symbole des reconquêtes de l'Ukraine l'an dernier, Robotine, est retombée dans les mains des Russes, tout comme Klishivka également sur le front de Bakhmout, qui avait été reconquis pendant la contre-offensive. Alors les Russes grignotent chaque jour, depuis un mois, un nouveau village qui tombe dans leur escarcelle. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait inverser le sort des armes en Ukraine, et est-ce que c'est seulement possible? Il n'y a que la politique qui pourrait... là, Andrivka est tombé, à l'heure où on enregistre. Et à chaque fois, on nous disait, c'est pas stratégique, c'était pas important. Enfin, on voit une rhétorique qui est assez... Alors là, maintenant, c'est Chassiviar, le gros bastion. Oui, à chaque fois. Voilà. Mais le truc, c'est que... On nous dit, c'est pas stratégique, ils ont des difficultés, et ensuite, quand c'est conquis, on nous dit, ça a été avec des pertes colossales. Oui, soi-disant, dont on n'a pas les preuves réelles. Voilà. Je sais que même côté ukrainien, bien sûr, il y a de très grands débats, même du côté de gens qui sont plutôt neutres. Donc, Alexandre Robert, de la chaîne History Legend, qui, selon moi, est le meilleur commentateur vraiment, et d'ailleurs même l'armée russe le regarde, et les Ukrainiens le regardent aussi. Et puis de côté extrême, on a Scott Ritter et McGregor. Scott Ritter et McGregor, eux, ont affirmé que c'était 600 000 morts côté ukrainien. Vous-même, vous affirmez bien que c'est 600 000 morts et blessés. Et c'est ce que pense aussi Alexandre Robert, que ce serait plutôt 600 000 morts et blessés. Et je pencherai maintenant plutôt de ce côté-là, mais en tout cas, les deux extrêmes s'annoncent. Par contre, Al Jazeera disait que côté russe, c'était 60 000 morts. Donc, et c'est Al Jazeera, c'est pas des alliés des Russes en particulier. Donc là, quand même, on a une disparité pour des raisons assez évidentes. C'est que malgré le fait que ce soit les Ukrainiens qui soient sur la défensive, en réalité, politiquement, on leur a imposé des contre-offensives qui étaient complètement ridicules et mortelles et dans lesquelles ils se sont fait ravager. Et puis aujourd'hui, les Russes ont les fameuses bombes planeurs qui leur permettent donc de bombarder hors des défenses aériennes ukrainiennes et qui leur permettent de détruire n'importe quelle fortification. Donc on voit aujourd'hui une guerre qui est complètement différente, où on ne peut pas concentrer beaucoup de troupes parce que le risque des armes de destruction massive tactique est réel. Même s'il nous ferait rentrer dans l'inconnu, parce que tout le monde nous dit oui, mais c'est une frappe nucléaire tactique. Non, pour le public, une frappe nucléaire est une frappe nucléaire. Et là, on rentre dans la réalité nucléaire. Même si il y avait eu une hypothèse selon laquelle une arme nucléaire tactique aurait pu être utilisée au Yémen il y a 3 ans. Ça avait été envisagé. Certains journalistes avaient posé la question. Par l'Arabie Saoudite. Par l'Arabie Saoudite. Mais d'autres disent en fait peut-être que quand on utilise les MOAB, les Mother of All Bombs, ça fait une détonation tellement immense que même les SAS sur le terrain pensent que c'est une arme nucléaire. D'ailleurs, un SAS avait témoigné, je crois que c'était en Irak ou en Afghanistan, qu'il pensait, il avait rapporté à son commandement qu'il pensait avoir vu une détonation nucléaire, tellement c'était... Oui, c'est Mother of Bombs, c'est le truc de... C'est la plus grosse bombe non nucléaire disponible. Et donc... Américaine. Voilà, les guerres aujourd'hui, les Russes ont l'équivalent, bien sûr, c'est une bombe américaine. Et en fait, aujourd'hui, d'un côté, on ne peut pas concentrer beaucoup de troupes, de l'autre, il faut intoxiquer l'adversaire en permanence, la fameuse Maskirovka des Russes, qui ont fixé, notamment avec Wagner en Biélorussie, qui ont fixé les défenses ukrainiennes, et les Ukrainiens eux-mêmes s'en plaignaient. Et les Russes ont fait des Maskirovka, notamment sur Kharkov, où on n'attaque pas, retraite feinte par retraite feinte. D'ailleurs, les retraites feintes leur ont permis de faire des dégâts majeurs. Donc c'est très dur de savoir ce qui se passe vraiment, même à l'échelle tactique, parce que les Russes sont devenus très forts là-dedans. Et
En plus de ça, donc, il y a le fait qu'ils arrivent à détruire les tranchées. Donc on a les deux, ils ont appris dans les deux arts opérationnels, les Russes, à savoir, avec les satellites, on voit tout. Donc ils sont obligés de faire des feintes, parce que de toute façon, ça se verra. Donc la seule question, c'est qu'est-ce que la CIA ou qu'est-ce que les renseignements vont conclure. Et après, quand ils ont un ennemi retranché, ils peuvent le pilonner à coups de bombes planantes et à coups d'autres moyens. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens ne peuvent absolument pas avoir l'initiative, c'est certain. Donc ça veut dire que même après le vote de l'aide des 61, fameux 61 milliards de dollars d'aide et que les équipements américains vont arriver, ça ne peut que ralentir le processus. Selon vous, il ne peut pas y avoir de... C'est pas un game changer. Est-ce que les F-16 vont être un game changer? Non. Alors ça vraiment, il fallait dès le début expliquer que les F-16 ne pouvaient pas être des game changers. En aucun cas, c'était du délire même de l'affirmer. On nous a vendu comme ça plein de game changers parce qu'il fallait entretenir le feuilleton. Donc, il y avait les Léopard 2 étaient censés... Les Léopard 2 qui aujourd'hui paradent sur la place rouge, sont paradés sur la place rouge. Les Abrams qui étaient censés être les chars invaincus au combat. Les Challenger. Challenger. Et puis surtout, il y a eu les Bayraktar, il y a eu les Javelin, il y a eu les HIMARS, il y a eu les Patriots. Enfin, je veux dire, ça commence à faire beaucoup de game changers. Les Patriots sont cuits, les HIMARS sont cuits, les Javelin ne servent plus. Et les F-16, bon, il faut arrêter. Et les Bayraktar ont disparu quasiment. Et les Bayraktar ont disparu. Donc les F-16, il faut arrêter. Je veux dire, quand même, c'est une plateforme qui est vénérable, qui a 50 ans. C'est une plateforme qui a 50 ans. Alors, on peut dire, oui, mais on peut l'améliorer, mettre de l'électronique. D'accord. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir fait les programmes F-22 et F-35 S'ils sont si bien, allez expliquer aux contribuables américains qui a payé littéralement des milliers de milliards de dollars pour faire le F-35, s'ils étaient si bien, ça ne servait à rien de les faire. Donc il y a une contradiction frontale qui est que le contribuable américain a payé plus d'un millier de milliards de dollars pour faire le programme F-35. Et si on rajoute le programme F-22, c'est bien sûr encore plus. Donc ça prouve bien que non, le F-16, c'est pas un game changer. Et en plus, il fallait former, alors le F-16 présente plein de problèmes, il faut former les pilotes ukrainiens dessus, qui sont eux habitués à des plateformes ex-URSS, avec des métriques, par exemple, c'est en mètres, c'est pas en pieds, que c'était tout con, mais et puis c'est une autre philosophie. Le F-16, il n'est pas du tout rustique. Alors qu'on est sur une zone, et on l'a vu, puisque les Russes se sont fait battre, se sont fait détruire quelques avions au sol. Notamment les MiG-31, etc., qui étaient l'héritier du Foxbat, qui étaient des avions inquiétants pour les Occidentaux. Et ben, le F-35, le moindre caillou sur la piste, il est foutu. Donc, on n'est pas du tout sur des avions qui peuvent changer la donne. Ce qui pourrait changer la donne, ce serait la politique, l'économie. Ça, c'était vraiment dangereux, mais les Russes ont complètement renversé la table concernant les sanctions économiques. Et maintenant, il faut annoncer des sanctions militaires, etc., des avancées, des renforts. Mais en réalité, ce dont l'Ukraine a besoin, c'est d'hommes. C'est ça. Et on n'a pas encore inventé la guerre des clones de Star Wars. Là, il faudrait soit des droïdes, et on en voit de plus en plus sur les salons militaires, des droïdes avec des chenilles, etc., une mitrailleuse .50 dessus, mais soit des droïdes, soit des clones. Bon, on n'a ni l'un ni l'autre, donc maintenant, il faut arrêter les conneries. On est donc actuellement dans une espèce de période où on sent que la narration victorieuse de l'Ukraine a toujours le vent en poupe, mais néanmoins, quand on regarde de façon réaliste les arguments et ce qui peut se passer dans les mois et dans les semaines qui viennent, on constate qu'il n'y a pas de progrès ukrainien nulle part. L'expérience tragique de Krinky que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette tête de pont des Ukrainiens sur la rive ouest du Dniepr est en train de disparaître. Ça faisait partie d'une réponse militaire à une demande politique. C'est ça. C'est-à-dire d'où les démissions, d'où beaucoup de colonels, beaucoup d'Ukrainiens de terrain qui ont dit mais c'est n'importe quoi, vous nous envoyez au casse-pipe juste pour pouvoir dire que vous avez fait quelque chose politiquement. C'est ça, ouais. C'était un peu ça quand même tout le long de la guerre. Alors là, actuellement, est-ce que l'Ukraine est condamnée à se voir grignoter par la Russie jusqu'à quand? Quels sont les... Aujourd'hui, normalement, là, l'Ukraine, elle est dans ce qu'on appelle une escalade de l'engagement, c'est-à-dire c'est connu dans les casinos ou chez les traders, on a l'impression de voir un trader qui ne peut pas prendre ce qu'on appelle prendre sa paume, prendre sa perte. Alors, comme la paume, elle est humaine, et qu'on sait que les politiciens, souvent, ne se préoccupent pas des humains réellement. Enfin, on le voit bien, que ce soit pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale ou là, en Ukraine. Donc la paume, elle est humaine. Alors ça, c'est une paume dont les politiciens ne se préoccupent pas. Donc on voit des gens qui se font rafler aujourd'hui en Ukraine, des pères de famille qui se font rafler à la sortie du travail,
qui se font jeter dans un van pour être engagés de force, et qui sont donc papas, qui ont 45 ans, et qui se font rafler. C'est clair que Zelensky s'en fout complètement. On peut bien souligner le fait qu'aujourd'hui, le régime Zelensky est une dictature, c'est un fait. Alors elle est excusée par le... C'est officiellement une dictature. Ça l'était avant déjà, au regard de la liberté de la presse, je veux dire le nombre de partis politiques et le nombre de journaux qui avaient été interdits. Mais maintenant, ça l'est officiellement. Et les Américains ont été prompts à rappeler que même Abraham Lincoln, en pleine guerre civile, avait tenu des élections. Il aurait pu les empêcher, mais il les a tenues. Même Roosevelt a tenu des élections quand les États-Unis étaient engagés dans un conflit, avec une vraie déclaration de guerre. C'était pas le Vietnam, c'était pas la Corée. Donc, on ne peut pas du tout exempter Zelensky d'une élection. Mais bien entendu, il ne la tient pas parce qu'il ne serait pas reconduit. Et il ne serait pas reconduit parce que le nombre de mères ukrainiennes qui ont perdu un enfant dans cette guerre, dont on sait aujourd'hui par les médias qu'elle aurait pu être évitée, puisqu'on a la preuve aujourd'hui qui a été publiée par Der Spiegel, que oui, Zelensky aurait pu négocier avec Poutine. Et au moins, donc, 600 000 Ukrainiens n'auraient pu soit été blessés de guerre, soit morts. Donc, c'était possible. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était présenté comme une théorie du complot. Je tiens à rappeler que quiconque en France osait dire oui, Zelensky était entré en négociation avec les Russes, oui, Poutine était prêt à négocier, mais c'est Boris Johnson qui l'en a empêché. Et Boris Johnson, il s'en fout des Ukrainiens. Il faut être très clair. Il n'en a rien à foutre des vies ukrainiennes. Eh bien, à l'époque, c'était présenté comme une théorie du complot, alors que c'était vrai. Donc, si Zelensky passait aux urnes aujourd'hui, il serait cuit, parce que les mères ukrainiennes ne voteraient pas pour lui. Alors, on va passer aux États-Unis, si vous venez de l'évoquer. Le président actuel, Joe Biden, cumule les retards dans plusieurs sondages. Trump, au contraire, a l'air en pleine forme, dans tous les sens du terme. Le match est plié. Alors là, vu qu'on parle de théories du complot qui se sont avérées réalisées, typiquement celle des négociations entre Zelensky et Biden, il y avait la question de dans quelle mesure les élections américaines étaient régulières. Alors je vais nuancer ce mot. Il y avait soit bien sûr la question du scrutin, du décompte des voix, on va y revenir un peu, mais il y avait quand même la question, qui est maintenant démontrée, de l'interférence médiatique. C'est-à-dire que les Twitter Files ont démontré par A plus B, c'est complètement factuel, que le FBI est intervenu dans ces élections, a pris parti. Ça, c'est une irrégularité qui est inacceptable en démocratie. On ne peut pas avoir, imaginez la DGSI qui appellerait à voter pour un candidat. Ce serait un crime national, des gens seraient en prison pour ça. Et bien là, on a la preuve avec les Twitter Files que Musk a publié, que oui, le FBI a favorisé un candidat dans ces élections. Rien que ça aurait dû tout arrêter. Rien que ça, à la Cour suprême. Et après, pour en remettre une couche, on a eu la preuve qui a été publiée par plusieurs journaux américains et qui a été reprise par de grands journalistes d'investigation américains, que oui, le FBI était intervenu dans les événements du 6 janvier. Là, c'est gravissime. C'était d'une gravité exceptionnelle. Les événements du 6 janvier qui sont présentés aujourd'hui par la gauche américaine comme une tentative de coup d'État par Trump. Ce qui est faux. On voit bien que c'est faux. Et on a la preuve maintenant que des agents du FBI sont rentrés et même ont laissé rentrer les gens qui ont manifesté le 6 janvier. Ce qui donne limite l'impression d'un incendie du Reichstag. C'est de ce niveau-là. Donc ça, c'est factuel. Bien sûr, il y a la question après du décompte du scrutin, qui a été présentée comme une théorie du complot, mais on peut investiguer dessus, puisque je rappelle que, officiellement, Barack Obama, c'était 69 millions de voix, Donald Trump, c'est 74, Joe Biden, c'est 87. Ouais. Okay. Attendez, vous allez me faire croire que Sleepy Joe Biden, qui flatule à tout va, c'est pas moi qui le dis, c'est Camilla Parker Bowles, maintenant la princesse Camilla, qui a confirmé qu'il n'arrivait même pas à retenir ses fonctions vitales, le type. Et on le voit, tous les bugs système qu'a eu Joe Biden, qui étaient présentés comme des théories du complot aussi, et qui sont factuels aujourd'hui, tous les moments où il a bugué, pépère. Donc on ne va pas me faire croire que ce type a fait ce nombre de voix, par rapport à Obama, qui était une rockstar, on se rappelle, Obama, tout le monde est allé voter pour lui. Moi, personnellement, j'y crois pas. Je demande pas aux autres de le croire. Je le dis clairement, vous avez le droit de penser que oui, Biden a fait 84 ou 87, je sais plus, millions de voix, mais on est dans ces eaux-là. Mais il a fait plus que Trump et
plus que Obama. Mais Trump a fait plus qu'Obama. Et Trump a fait plus qu'Obama. Mais c'est quand même, faut quand même rétablir aussi le fait que Trump a fait pression sur des gouverneurs. Ça, c'est avéré. C'est exact. Il est d'ailleurs un procès. Il a un procès là-dessus. Il est en procès, mais on voit... En tant que président, absolument. Prenant son téléphone personnellement pour... Biden a fait des pressions comparables, notamment en Ukraine, dans l'affaire Burisma. Oui. Donc, et l'affaire Burisma, c'est un quiproquo majeur qui aurait dû l'amener à être destitué. Donc, Trump il y a eu des motifs de destitution contre lui, il a été exonéré de ces motifs, mais je reconnais que ces motifs existaient. Simplement, pour Biden, les motifs existaient aussi, et il a été exonéré ab initio, alors que pour Trump, il a été exonéré après 2 ans de polémique. C'est ça aussi la petite différence, 2 ans de polémique qui ont empoisonné son mandat, alors que dans le cas de Biden, il a été exonéré dès le début. Il n'y avait pas de quiproquo, il n'y avait jamais eu il n'y avait même pas d'affaire Burisma, il n'y avait même pas d'affaire de portable de Biden, dont on a la preuve aujourd'hui que le FBI est intervenu pour cacher cette affaire. C'est quand même un truc de fou, quoi. C'est vrai. Bon. Donc, maintenant, je pense que Trump pourrait gagner. Si vraiment c'était par les urnes, je pense qu'il pourrait gagner, mais on voit, je peux vraiment laisser de côté la discussion du décompte des voix ou du nombre. Moi, perso, j'y crois pas, mais je ne suis pas un prosélyte, je ne demande pas aux autres de penser comme moi. Par contre, là où les faits sont complètement avérés, c'est les interférences médiatiques et de certaines agences. C'est-à-dire, quand on a le FBI qui appartient au département de la justice qui interfère dans des élections, on a un problème. Ce genre d'interférence peut tout à fait se reproduire. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, puisqu'on a Trump qui est inculpé pour l'affaire Stormy Daniels. Et évidemment, il enchaîne les procès. Il y a eu des trucs complètement fous. On lui a interdit de se présenter. Des interférences avec la démocratie majeure. Colorado et dans le Maine. Oui, c'est ça. Ouais. Donc Colorado, où ça a été retoqué. Parce que constitutionnellement, on dit, mais vous êtes dingue, vous ne pouvez pas faire ça. Et on sait que ce genre d'interférences, elles peuvent exister en France aussi, parce que c'était l'affaire Fillon. Bien sûr. Là, d'un coup, les costards de Fillon... PNF. Voilà, le PNF, qui avait été monté par Hollande spécialement pour ça. Une célérité de la justice qui, elle, d'habitude, est extrêmement lente. C'est ça qui, là, dans l'affaire Fillon... Ça prend des années. Ça a pris quelques semaines. Bien sûr, il suffit de demander aux victimes de l'affaire du sang contaminé. L'affaire du sang contaminé, dont aujourd'hui on voit au Royaume-Uni que le gouvernement s'est excusé. Rishi Sunak a baissé les yeux, a dit c'était une abomination, nous avons été en dessous de tout. Enfin, au moins, ils ont eu l'honnêteté et le courage de reconnaître ça. En France, on ne s'excuse pas. Je sais. Angela Merkel a demandé pardon 4 fois aux Allemands pour la gestion du Covid. Jamais Emmanuel Macron n'a admis une seule erreur. Donc voilà, c'est pas français. Il y a eu qu'ils viennent me chercher. C'est pas français. Alors qu'on sait, en France, dans l'affaire du sang contaminé, on a eu Jacques Biot, le grand baron, le monsieur à gestion astucieuse du calendrier. Lui, il a été mis président de Polytechnique. C'est du délire complet. Et maintenant, il travaille pour Huawei. Donc on est sur un grand serviteur de l'État, puisqu'il travaille pour la Chine maintenant. Donc c'est vrai qu'en effet, on ne s'excuse pas en France, alors que Rishi Sunak, en face, a dit « nous nous excusons car nous avons tué des Britanniques ». Le temps passe, j'ai encore 2 questions sur une actualité brûlante, enfin un petit peu moins là, au propre comme au figuré d'ailleurs. Comment vous... Alors, on revient chez nous en France, mais en même temps très loin. Comment vous analysez la brusque effusion de violence en Nouvelle-Calédonie ? Là, vraiment, je viens de sortir 2 vidéos sur ma chaîne. Je l'ai comparé à un cas que je connais mieux, bien sûr, même si j'ai été en Nouvelle-Calédonie. J'ai même fait des conférences sur l'économie de la connaissance. Et ça m'a valu d'être appelé par les 2 camps. J'ai eu des contacts avec aussi bien des gens du camp indépendantiste que des gens du camp loyaliste. Mais je vais comparer ça aux banlieues. C'est comme toute comparaison, elle est limitée. Mais on peut voir des points communs marquants. C'est-à-dire que... le chiffre le coût de la violence est quasiment identique. Identique, par exemple, dans le cas Naël. Et en fait, à chaque fois, on voit la même chose. C'est-à-dire, les technocrates se disent, bon, on a merdé, comment on revient avant ? Donc en fait, Macron, là, quand il est venu... Alors pourquoi il est venu déjà ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez les grandes familles qui contrôlent 90% de l'économie calédonienne, qui ont demandé à leur représentant, qui est Sonia Backès, vite, obtiens-nous l'état d'urgence. Donc passe un coup de fil à l'Élysée, on flippe, obtiens-nous l'état d'urgence. Ils avaient des raisons de flipper, je n'ai pas dit le contraire, mais politiquement c'était une connerie de décréter l'état d'urgence parce que du coup, tous les médias en ont parlé. Et en particulier les médias britanniques, de l'Oscanzucus, de l'anglosphère, donc la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et ça, rien que ça, c'est une défaite. Ensuite,
les mêmes familles qui contrôlent 90% des richesses de l'île ont dit à Baquès, bon, fais-nous venir le président de la République, parce que ça fait partie du folklore, hein, c'est le contraire des pays décentralisés, où l'État central, moins on le voit, mieux on se porte. Bon, la France, c'est le contraire. Quand on a une région qui ne voit pas le président, elle se sent insultée. Alors qu'en Suisse, par exemple, c'est le contraire. Quand le fédéral vient, c'est plutôt considéré comme un échec. Quand on se dit, qu'est-ce qu'on a mal fait. Mais en France, c'est vraiment la tradition versaillaise, quoi, hein, c'est bien avant la République. Si le roi se déplace, on se sent honoré, on sort les fanfreluches, etc. Et c'est ce qui s'est passé. On le voit à Mayotte, pour une des grandes raisons de la popularité de Marine Le Pen à Mayotte, c'est que bien souvent, avant chaque élection, c'est la dernière à être venue. Bien sûr. Et donc, comme c'est tellement loin et on se déplace tellement peu là-bas, elle viendra nous voir. La population dit on va voter pour elle. Mayotte, c'est une des raisons. Ah non, mais c'est des populations noires qui votent Marine Le Pen, parce qu'elle voit la crise migratoire. Oui, ça c'est une des raisons. Ouais. Mais il y a aussi ce côté. Bien sûr, qu'elle sait venir, bien sûr. Elle a su venir au bon moment. Oui, tout à fait. Voilà. Je ne lui enlève pas ça du tout. On reste dans cette mais donc philosophie. Voilà, dans la Nouvelle-Calédonie, on a des tensions qui sont accumulées depuis longtemps, qui sont basées sur le fait que la filière nickel est en déshérence, elle coûte de l'argent à la France, elle en perd. Pourquoi ? Parce que les prix de l'énergie sont trop élevés, et puis parce que les Kanaks n'ont pas d'avenir. Les Kanaks n'ont pas d'avenir sur leur propre terre, il y a un problème. Donc ces tensions s'accumulent. Les technocrates sont incapables de s'en préoccuper parce que la seule façon de régler le problème, soit d'un point de vue loyaliste, soit d'un point de vue indépendantiste, c'est d'arriver avec un projet Kanaki ou Nouvelle-Calédonie 2050. Bon, vous voyez Macron arriver avec un projet Kanaki ou Nouvelle-Calédonie 2050. Le mec, il n'est même pas capable d'arriver avec un projet JO 2024. Enfin, on le voit aujourd'hui, on parle de se baigner dans la Seine, ce qui était faisable, mais il aurait fallu 5 ans. Il y avait des tas d'architectes. Anne Hidalgo a promis. Voilà, comme Chirac a promis, comme tout ce qu'on veut. J'attends de la voir se baigner dans la Seine sans trucage. Sans trucage, hein, parce qu'avec une caméra cadrée, je veux bien, mais sans trucage. Surtout du côté de Clichy, où les déversoirs se font encore plus. Donc voilà, les technocrates ne peuvent pas régler le problème parce qu'ils n'ont pas de vision. C'est la dernière fois qu'un technocrate vous a fait rêver, vous me direz quand c'était, quoi. Donc il déjà faut... le terme... voilà, rien que le terme déjà ne donne pas envie. C'est en effet un remède contre l'amour. Donc du coup, on n'a pas que des... Alors, on a déjà en France. J'ai parlé sur ma chaîne de Jacques Rougerie, de Vincent Calbeau, grands architectes. Sur ma chaîne, j'ai dit aussi... avec Pierre-Yves Rougeron, parce qu'on a fait un petit brainstorming, où je lui ai dit, bon, côté français, côté loyaliste, qui on pourrait mettre pour une commission? Alors j'ai lancé des idées, j'ai dit, tiens, par exemple, Villepin-Mélenchon. Non, Mélenchon, quand même trop clivant. Par contre, Montebourg. Ça, c'est à tout seigneur, tout honneur, c'est Pierre-Yves Rougeron qui a eu l'idée. Tiens, oui, ça c'est génial. Villepin-Montebourg, on les mettrait sur une commission avec des planificateurs hors normes comme Jacques Sapir par exemple, et on les mettrait pour commissionner un grand livre blanc, mais qui fait rêver, hein, encore une fois, pas une daube que personne ne va lire, mais un grand livre blanc sur Nouvelle-Calédonie 2050, ce qui serait la proposition loyaliste, et après on demande bien sûr aux Kanaks de faire leur proposition, mais au moins on crée un terrain de dialogue qui est OK, Calédonie 2050, qui porte le meilleur projet? Est-ce que ce sont les loyalistes? Est-ce que ce sont les indépendantistes? Et en fonction de ça... Voilà, et en fonction de ça. Et donc, côté français, nous, on dirait, regardez, on s'occube de vous, on vous envoie deux penseurs politiques d'élite, il faut bien le dire, Dominique de Villepin et Arnaud Montebourg, qui en plus, en matière d'industrialisation, connaît 2 ou 3 choses. On vous les envoie, on attache Jacques Sapir à ça pour l'exécution, parce que lui est quand même très très fort pour ça, et derrière on convoque des grands architectes comme Jacques Rougerie, comme Vincent Calbeau, des gens qui vont faire waouh, parce que c'est déjà ce qui avait été fait avec Renzo Piano pour le centre culturel Jean-Marie Tjibaou. Donc voilà ce que je recommanderais pour la Nouvelle-Calédonie, mais à aucun moment, je veux dire, le technocrate de base décérébré, il ne peut pas penser comme ça. Il n'a pas les neurones pour ça. C'est pas, intellectuellement, il n'est pas capable de réfléchir à ça. Alors, on a vu que, à l'occasion de cette crise calédonienne, que certains n'ont pas hésité, alors pas uniquement à la France insoumise, mais à faire le parallèle avec les événements de la guerre, les événements puis la guerre d'Algérie. Est-ce que vous souscrivez justement à cette analyse d'une poursuite de la décolonisation? Alors, c'est très, très à la mode chez Jean-Luc Mélenchon, mais pas que. C'est-à-dire que le parallèle avec la guerre d'Algérie, il est forcément
vrai et faux. Bon, il est faux parce que c'est pas les mêmes tailles, c'est pas les mêmes meurtres, c'est pas les mêmes massacres, enfin, c'est pas la même mémoire, mais bon, il y a quelques Algériens qui ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. Oui, l'armée d'Abdelkader. Tout à fait, et puis en fait la révolte de Mokrani aussi, donc et il y a des Algériens de Nouvelle-Calédonie, j'en salue une notamment, qui est chez les pompiers de Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle Chérifa Linossier, et qui maintient cette mémoire et cet héritage. Maintenant, le parallèle, il est à faire parce que le Front de Libération Nationale kanak, socialiste, ça s'appelle le FLN, KS, et le FLN. Et il a été fait pour ça. C'est-à-dire qu'il est créé pendant la guerre froide, mais à l'époque, la guerre froide est en train de se terminer. Et les soviétiques n'ont plus que ça à faire, d'aller... Mais d'abord, c'est évidemment sur une base marxiste, les damnés de la terre, France Fanon, etc. Et ça, c'est le logiciel de l'indépendance algérienne. Donc, en effet, politiquement, Jean-Marie Tchibaou, c'est le logiciel de Ho Chi Minh, enfin c'est une tentative de convoquer les cas qui ont fonctionné, c'est-à-dire Ho Chi Minh et le FLN en Algérie. La théorie des luttes de libération nationale de Lénine. Exactement, voilà. Ça fait toujours plaisir de parler à des gens qui se rappellent de ça, parce que malheureusement, on sait bien que c'est une culture générale qui va disparaître. Et en effet, cette théorie marxiste-léniniste, pour certains un peu maoïste aussi, mais bon, ça c'était plus le Tché qui était devenu complètement maoïste à la fin, et la raison d'ailleurs pour laquelle il a été abandonné, il a été lâché par l'URSS. Mais c'était cette tentative-là, sauf qu'elle était à contre-temps, parce que les années 80, c'est la fin de l'URSS, les Chinois vont pas se préoccuper de ça, et ça va pas prendre. Mais il y avait ça. Donc maintenant, pour Mélenchon, bien sûr que ça fait partie de sa base électorale que de dire, parce qu'en fait, le débat sur la Nouvelle-Calédonie, c'est, oui, c'est de la colonisation, mais les loyalistes vont dire, elle a été décolonisée en 98. La décolonisation de la Nouvelle-Calédonie est terminée. C'est Matignon-Nouméa. Et l'opinion, bien sûr, de la plupart des Kanaks du Nord, c'est de dire, pas des loyalistes donc, c'est de dire non, on est encore colonisé chez nous. La preuve, 90% des richesses ne sont pas sous notre contrôle. On n'a aucun contrôle sur le destin de nos terres ancestrales, ce qui est exact. Et donc, en effet, on est colonisé. Maintenant, j'ai vu Jean-Luc Mélenchon faire une belle intervention sur sa chaîne YouTube, mais elle pose des problèmes légaux majeurs. C'est un bon tribun, il parle très bien, on ne peut pas changer ça. Mais on ne peut pas lui retirer en tout cas. Mais quand il dit « les droits des peuples premiers sont les premiers des droits », ah bah là, vous mettez le doigt dans l'engrenage. Oui, après... Et les Basques, on fait quoi? Oui, c'est ça. Les Basques, les Basques, c'est les plus vieux peuples encore revendiqués d'Europe. Enfin, les Basques, on remonte à l'âge du cuivre. Donc, les outres traditionnels basques, etc., leur langue n'est pas indo-européenne. Non, exactement. Les Basques, on est vraiment... Donc, je fais OK. Donc, très bien, les droits des peuples, donc les Basques doivent avoir des super droits. Oui, non, c'est sûr que... Et puis alors, on embraye sur les Corses, qui auraient le droit de demander, on embraye en effet sur les Bretons, parce que les Celtes étaient là depuis le tout début de l'âge de fer, et peut-être même depuis l'âge de bronze. Donc bon... Oui, c'est sans fin. C'est sans fin. Et puis, je ne parle même pas de tous les dom-toms. Pour dire, OK, pépère, pas de problème. Alors, Djibouti, ça fout le camp. À la base, la base de Djibouti, on arrête, c'est de la colonisation. Et puis, la Guyane, et puis, bien sûr, les Caraïbes, etc. La Polynésie, elle sera l'arme au pied. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, j'ai toujours été pour le pragmatisme. Un pays, deux systèmes, ça ne me dérange pas outre mesure. Quand je vois des républicains pur sucre qui disent « Ah bah non, c'est la France ». Mais regardez les Chinois, ils sont beaucoup plus centralisateurs que la France et les Chinois. Je veux dire, la Chine est restée un empire unifié pendant 3000 ans quasiment, avec, certaines déliquescences, mais dans l'ensemble, elle est restée 3000 ans unifiée. Et quand il faut faire un pays trois systèmes, ils le font. Hong Kong, Macao, ils essayent Taïwan. Voilà. Donc rien qu'avec Hong Kong et Macao... On sent quand même qu'ils aimeraient bien centraliser au niveau de Taïwan. L'île était entourée de porte-avions. Ils voudraient... C'est parce que Taïwan, ils l'ont pas aujourd'hui. Mais quand ils l'auront, la fiscalité sera différente. C'est inévitable. Ah, ça, non. Alors ça, je ne me prononce pas complètement. C'est plutôt des gens comme Jean-Yves Heurtebise, que je vous recommande d'inviter à l'occasion, qui est peut-être une des meilleures voix là-dessus, et qui connaît très très bien. Alors il a forcément un biais, puisqu'il vit à Taïwan, et qu'il est évidemment pro-indépendance, mais en termes d'analyse, Jean-Yves Heurtebise dépassera évidemment toute analyse que je pourrais avoir. Mais c'est vrai qu'en termes de rapport de force, la CIA vient de marquer un coup, puisque là, à Taïwan, les élections ont consacré un
pro-indépendance. Et d'ailleurs, tout de suite, Xi Jinping a réagi, et la Chine, justement, a réagi en faisant des exercices militaires tout autour. Mais en admettant qu'il l'est, donc je ne vais pas dire quand j'ai dit quand ils l'auront, en effet, ça voulait dire que... Mais en admettant qu'il l'est, eh ben, il y aurait un pays de système. D'ailleurs, ils le revendiquent, ils le disent, ils l'annoncent aux Taïwanais, vous inquiétez pas, il y aura un pays de système. On est pragmatique. Nous, en France, depuis la Troisième République, on n'arrive pas à faire ça. On n'arrive pas à dire un pays de système, alors que c'était ça qu'il fallait faire. Nous, on est prisonniers du centralisme, de ce qu'on a appelé le jacobinisme, oui, mais qui nous rend impossible de regarder une chose qui se passe en France autrement que par Paris. Tout à fait. Et on a cette vision. Et d'ailleurs, vous parliez de l'attitude des Français quand il leur arrive une catastrophe, etc. C'est où est l'État, que fait l'État, on est abandonné, etc. Un Américain dit jamais ça. Ça. Quand il a sa maison brûlée par un feu de forêt ou par un ouragan, il se dit c'est d'abord à la limite le comté. Il peut gueuler, mais sur le comté, il peut gueuler sur le gouverneur, à la limite, mais pas sur Washington. Oui, c'est ça. Au contraire, Washington est vécu avec méfiance. Mais nous, on est dépendants de ça. On est quand même, ce centralisme, il est dans nos gènes, quoi. Absolument. Mais il est double, parce qu'il est dans l'exécution, mais après, il peut même être de façon dogmatique. Et vous avez même certaines obédiences maçonniques qui portent et qui vont amener des gens à avoir ce logiciel de dire « Ah bah non, un citoyen, une voix, etc. » Parce qu'ils ne peuvent pas voir qu'en fait, il vaudrait bien mieux faire un pays de système. Mais ça vient peut-être du fait que la nationalité française, la notion de nationalité et de citoyenneté sont quasiment identiques en France. Il n'y a pas de corps intermédiaire. Absolument. Tout ça, ça existait pendant la monarchie, ça a été gommé par la République, en fait. Donc, on est quand même dans un système, même par rapport à l'Europe, qui est un peu à deux vitesses. Alors qu'en fait, c'est toujours le problème de l'arbitrage entre l'Empire et la nation, qui est un problème systématique. De Gaulle est peut-être celui qui l'a le mieux arbitré, parce qu'il a compris qu'il y avait un arbitrage à faire entre l'Empire et la nation. Il avait vu Churchill, et il décide d'aller dans le sens de l'indépendance de l'Algérie, et c'est pour ça qu'il y aura toutes ces tentatives d'assassinat contre lui, alors qu'il était pour l'Algérie française quand il arrive au pouvoir. Donc c'est un type qui avait compris l'arbitrage nation-empire. Mais la France est une nation aujourd'hui. Elle a des relents d'empire pour certains, mais c'est plus un empire. Des confettis. Voilà, des confettis. Exactement, c'est le bon terme. Mais ce qu'il faut se rappeler quand même, c'est qu'elle a un empire maritime. Bah voilà, elle a un empire maritime qui reste un empire de ce point de vue-là pour les Kanaks. Et la France, c'est le plus de fuseaux horaires au monde, devant la Russie. Donc la France, c'est 13 fuseaux horaires en incluant l'Antarctique. 13 fuseaux horaires, ça porte bonheur. 13, c'est facile à retenir. Avec le fuseau horaire antarctique, en particulier la Terre Adélie. Donc, aucune nation n'a ça. Le fameux empire sur lequel le soleil ne se couche pas, normalement c'était Charles Quint, ensuite ça a été les Britanniques. Et donc c'est un titre qui s'est passé en fait. Charles Quint, en fait c'est à nous. Donc en fait on est aujourd'hui le seul pays sur lequel le soleil ne se couche pas, c'est la France. On ne veut pas être à la hauteur de ça. On n'a pas de projet. Il n'y a pas de projet maritime français, de construction navale. Par exemple en France il y a des entrepreneurs qui font des bateaux en lin. C'est un truc de fou. Ils cultivent du lin, donc les agriculteurs seraient ravis de ça. La transformation gardée, parce que les agriculteurs meurent à cause du fait qu'ils ne gardent pas la valeur ajoutée. Ils coupent, on les dépossède de leurs matières premières, on les traite comme des fabricants de matières premières, ils ne peuvent pas la transformer sur place, ils ne peuvent pas en capter la marge. Il y a un entrepreneur qui fait des bateaux avec du lin. Lin, biorésine, on peut faire des coques de bateaux, puis des yachts, des trucs de fou. Donc il y aurait un projet, mon rêve évidemment, et c'est encore mon problème d'être utopiste, mon rêve, ce serait que la France soit une république maritime. Parce que, voilà, quand on voit les histoires de Gênes, de Amalfi, de Venise, de Pise, qui était une république maritime aussi, on se dit, mais avec le territoire français, avec l'immense capacité industrielle de la France pourrait être la république maritime du monde. C'était très intéressant ce que vous dites. C'était, moi j'avais bossé sur Tabarly. C'était vraiment la vision de Tabarly. Tabarly a arraché le monde de la voile, le centre du monde de la voile à l'Angleterre. C'est-à-dire, il a remporté toutes les coupes, la Whitbread, etc., qui étaient des trucs d'aristos britanniques qui s'échangeaient les trophées. Tabarly l'a ramené en France et son obsession, c'était d'utiliser cette façade maritime pour en faire un pays authentiquement maritime. Il avait une vision, mais ces gens-là, on ne leur donne pas la parole. Je pense à Jacques Rougerie, qui est un héritier de Tabarly et qui est un immense architecte. Il vit sur une péniche à Paris. Il a une voiture amphibie, c'est un truc de fou. Et puis en plus, c'est un type que je respecte énormément parce que quand il a un projet qui a manqué de financement, il a vendu sa péniche. Il n'a pas demandé de l'argent à l'État. Il est allé vendre. C'est un type, pour moi, j'ai une admiration sans borne pour ce mec. Et lui, il dit, je suis un rêveur pragmatique. C'est-à-dire, d'un côté, j'ai le rêve, il faut voir le coup de crayon de Jacques Rougerie,
mais ça vous transporte. Là, vous êtes dans les plus belles années Jules Verne. Enfin, c'est vraiment, vous dites, waouh, ce type, il a une vision. Et en même temps, il sait comment l'exécuter. Et s'il ne savait pas tout seul, on lui mettrait Jacques Sapir et ça serait parfait. Mais ces gens-là, on ne leur donne pas la parole. En effet, l'État Barly, les Rougeries, les Calbeaux, tous ces gens-là, on ne leur donne pas la parole. Et moi, ça me désole. Parce que, par exemple, même pour nettoyer la Seine, il y avait ce type, j'ai oublié son nom, j'espère qu'il me pardonnera, qui avait fait le consortium des coiffeurs justes. Il récoltait les cheveux, et en fait, les cheveux, chez les coiffeurs, ça fixe les polluants. Puis ça les fixe très bien. C'est vraiment pour les toluènes, les polluants organiques, ça fixe très bien les polluants. Donc il suffirait de faire un dépôt comme Vespasien avait fait, on connaît l'histoire de Rome, l'argent n'a pas d'odeur, Vespasien récoltait l'urine, et on la vendait pour la lessive ou pour les tanneurs. Parce que ça marche très bien pour tanner le cuivre. C'est pour ça que les tanneries, ça pue. Et c'est pour ça que très souvent, les quartiers pauvres sont à l'est, dans les villes européennes. Parce que les vents dominants, donc c'est pour ça que Notting Hill, tout ça, Shepherd's Bush, c'est à l'ouest. Et puis East End, c'est là. Et en fait, les tanneries devaient être en dehors des villes. Eh bien, les coiffeurs justes, ils n'ont pas été consultés par Anne Hidalgo. Pourtant, eux, ils avaient un projet. En 5 ans, on récupérait tous les cheveux des coiffeurs parisiens, avec une petite subvention. On faisait des murs de filtration échelonnés à l'échelle de toute la région Île-de-France. On faisait des murs de filtration et on avait réglé un bon 40% des problèmes de pollution de la Seine. Ouais, un bon 40%. Oui, et parce qu'en plus, même les polluants organiques, puis d'autres polluants, l'eutrophisation de la Seine. Bien sûr, bien sûr. Et vous croyez qu'ils ont été consultés? Mais parce qu'il n'y a pas de vision, comme vous l'avez dit. Non, il n'y a pas de vision. Et c'est des gestions à la petite semaine. Et surtout, ce côté noblesse, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont faits pour gouverner, il y a des gens qui sont faits pour donner des ordres, écartez-vous. Les forces vives de la société civile ne sont pas consultées. Donc, quand quelqu'un arrive, il dit à un technocrate qui ne se prend pas pour de la merde, moi, j'ai une solution, je récupère des cheveux et j'arrive à régler les problèmes de pollution des eaux à 30-40%. Vous croyez qu'il va être écouté par le techno? Malheureusement. Idriss Aberkane, merci beaucoup pour cet échange intense. J'espère, vous, auditeurs d'Omerta, que vous avez eu du plaisir à nous écouter. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, une nouvelle édition du Grand Entretien. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine à tous. À bientôt.